Et il est 8h44. Vos appels 0826 300 300, ça arrive. Il y a Vincent, par exemple, dans un instant, qui pourra prendre la parole. Et puis vous aussi. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout sur la réforme des retraites ? Vous avez entendu Bruno Retailleau tout à l'heure qui dit, lui, il veut mener en tout cas les débats jusqu'au bout, qu'on soit d'accord ou pas d'accord au Sénat. Et puis ensuite, la semaine prochaine, commission mixte paritaire, 49-3, pas 49-3. Ce n'est pas terminé. Est-ce que vous pensez que la colère sociale peut venir à bout ou pas de cette réforme des retraites? On disait que c'était une semaine test, là, ce que l'on vient de passer, Éric Nolot. Moi, c'est pas tellement la fin qui m'intéresse, qui est en effet encore un peu incertaine, c'est le début. Si le début avait ressemblé à ce qui s'était passé en 1995, tout était possible. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer que la rue aurait raison de la réforme. Je constate, tous les gens de bonne foi, tous les observateurs de bonne foi constatent que ce n'est pas 1995. Certes, il y a une mobilisation dans la rue. On ne peut pas dire que ce soit un coup d'épée dans l'eau, mais enfin, quand on a vécu 95, c'est une toute autre ambiance, et je pense que c'est plus un baroud d'honneur, que les syndicats eux-mêmes, dans leur fort intérieur, savent que l'affaire est pliée en réalité, et que maintenant on est passé à un autre stade, qui est en effet celui de la discussion parlementaire, ce qui n'est pas complètement scandaleux dans le cadre d'une démocratie. Oui, mais il y a toujours l'appel à de nouvelles mobilisations, demain, la semaine prochaine, jusqu'au bout. Mais je pense que ce n'est pas de nature à changer le cours de cette réforme. Ah bon, vous croyez, Guillaume Bigot? Bon, d'abord, il y a plusieurs paradoxes. Il y a le fait que ceux qui sont les plus mobilisés, ceux qui ont encore cette culture militante, ceux qui savent organiser des manifs et des grèves, ces gens-là sont moins impactés directement par la réforme, d'une part. D'autre part, ceux qui pourraient les soutenir... Attendez, je comprends pas, là, c'est-à-dire... parce qu'il y a la clause du grand-père. Et que ceux qui sont mobilisés dans les... Non, mais partie de la fonction publique, oui. Oui, mais les militants, c'est oui, mais justement, c'est la question que je posais tout à l'heure à Bruno Retailleau. Il veut aller jusqu'à cette clause du grand-père, lui, contre l'avis du gouvernement. Là, c'est autre chose. Là, si Monsieur Retailleau décide de mettre le feu aux poudres, c'est encore autre chose. Mais là, il me semble qu'il y a premier paradoxe. Deuxième paradoxe, les gens qui peuvent soutenir, et j'en suis, ce mouvement, ils sont pas tellement impactés par ce mouvement. Parce que le mouvement social, c'est son avantage, il prévient à l'avance. Donc vous pouvez vous organiser avec des gardes d'enfants, vous pouvez vous organiser avec du télétravail, etc. Non, mais dans une moindre mesure. Troisièmement, le vrai blocage, c'est ça qui pourrait vraiment éventuellement faire bouger les choses. Mais là, on a par exemple des stocks d'essence très importants. Donc il faudrait qu'il y ait un total blocage. Je suis d'accord avec Nolo. Pour une fois, le total blocage n'est pas là d'une part, et il faudrait en plus qu'il tienne au moins 10 jours, 15 jours. Et il y a un quatrièmement, c'est que, on n'est pas là. Que la contestation, là, est contemporaine d'une crise du pouvoir d'achat. Un jour de grève, ça coûte cher. Donc, une fois, ça va, deux fois, ça va. Troisième fois, les gens commencent à faire le calcul. Est-ce que, pour une réforme, parce que les Français continuent à vous dire, nous y sommes opposés, mais continuent à penser qu'elle va passer. Donc, le 5e jour de grève, quand vous voyez que vous avez perdu 500 €, 600 €, je pense que les gens vont se lasser. Et on débouche sur le paradoxe de Tocqueville, c'est quand les choses iront un peu mieux, que la population pourra sortir un peu la tête de l'eau, que là, la facture va se payer. Autrement dit, on est dans quelque chose qu'on a déjà vécu souvent en France, c'est-à-dire, finalement, il faudrait peut-être mieux que la vapeur sorte, qu'il y ait un énorme mouvement de colère sociale, mais c'est pas le cas, ça ne sort pas. Quand il y a des manifestations, c'est quand même de la... c'est de la colère sociale, c'est quand même bon enfant. Vous n'êtes pas allé dans la rue, voir ce qui se passait, tous ces gens en fait, qui, évidemment, sont en colère, en plus, l'inflation. On était à Muret, par exemple, une petite ville, etc. Un peu partout. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça, quand même. J'y étais, je ne suis pas un partisan du tout de la violence, mais je pense... Oui, bien sûr, mais je pense que finalement, la colère au-dessous, elle est beaucoup plus forte. En fait, la vapeur ne sort pas. Et c'est une humiliation de plus. Comme après le traité de Lisbonne. Prenez cette humiliation aussi de... est-ce que les gens comprennent quand même que tous les sondages montrent qu'à 80%, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, les Français sont contre l'immigration massive. Elle continue, c'est quasiment un viol de domicile démocratique. De la même façon, les gens ne voulaient pas de cette construction européenne, on leur a fait quand même. Là, ils ne veulent pas des réformes, on leur impose quand même. Donc le problème, c'est que coup de canif après coup de canif, il y a à mon avis quelque chose de sous-jacent, de souterrain qui se prépare, et le jour où ça va exploser, ça va être terrible. Moi, je voudrais rajouter autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la stratégie des syndicats qui veulent discuter directement avec Emmanuel Macron. Décidément, nous sommes restés un pays royaliste quand même. C'est-à-dire que les syndicats demandent audience au roi alors
que normalement, ça doit se passer à l'Assemblée et au Sénat, ça doit se passer au Parlement. On dirait vraiment que la dimension parlementaire de notre démocratie ne compte plus. Maintenant, c'est un mano à mano direct entre parce qu'ils savent le président et la rue. Il y en a un qui détient les clés. Oui, mais enfin, les clés, dans une démocratie représentative, excusez-moi, le président de la République ne détient pas toutes les clés. Il y a un exécutif. Oui, mais c'est le président qui veut cette réforme. Oui, mais enfin, elle est quand même portée par le président, le gouvernement et peut-être, on verra bien le résultat du vote, une majorité parlementaire de gens qui ont été démocratiquement élus. Je vous dis pas, moi je trouve que cette réforme n'est ni faite ni à faire, je suis pas un soutien de la réforme, mais je trouve que cette manière d'enjamber le Parlement comme si ce qui se passait, des dizaines d'heures de débat en fait, ne comptait pour rien et qu'il fallait régler ça entre M. Martinez et M. Macron, je trouve qu'il y a une dérive de la démocratie un peu inquiétante. 0826 300 300, Vincent est avec nous de l'Hérault. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que disent Éric Nolot et Guillaume Bigot, c'est que il y a évidemment cette manifestation, cette colère, mais que finalement il y a une forme peut-être aussi de résignation, quoi. Ah ben, pour une fois, je suis d'accord avec Éric Nolot. Oui. Ça ne devient pas une habitude, monsieur. Ouais, non, très dangereux. Oui, non, mais c'est rare que je sois d'accord avec vous. Ouais. Mais là, non, mais c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que ça devrait se passer à l'Assemblée. Mais bon, vu qu'à l'Assemblée, on aurait pu l'arrêter avec motion de censure depuis plus de mois, cette réforme de la retraite. On aurait pu. Mais seulement, chacun veut, ah non, mais moi, je vote pas pour eux, c'est des fachos. Ah non, mais moi, je vote... Bon, voilà, quoi. Donc, on n'en finit pas. C'est un grand cirque. Hein. Et là, je pense que les syndicats avaient besoin de montrer qu'ils étaient puissants. Bon, ils le sont encore un peu, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a que pratiquement que le public, parce que le privé ne peut pas se permettre de manifester comme ça tout le temps. Mais bon, je pense que si l'Assemblée, ils étaient un peu moins, qu'ils regardaient un peu moins de tirer la couverture à chaque parti, en disant oui, mais moi je vais pas voter eux parce que c'est des fachos, eux c'est des extrêmes gauche. Il y aurait beaucoup de gens, on ne parlerait plus de ça, on pourrait s'occuper d'autre chose, comme style l'énergie qui est trop chère. Ouais. Et les gens n'auraient pas perdu autant de jours de travail, quoi. Ouais. Finalement, je vous sens effectivement amer, Vincent, par cette... Très. J'étais très content quand j'ai vu les résultats des élections des législatives, parce que je me suis dit, waouh! Maintenant, voilà quoi, il va y avoir une France représentative, quoi. Voilà, il y aura une France représentative. Il y a des députés de tous les côtés. Mais bon, on voit que les gens ne jouent pas le jeu, surtout à gauche, quoi. Ouais. Voilà, là pour le moment, les gens ont perdu pas mal de jours ils ont fait grève, ils ont perdu pas mal de jours de paye. Et en plus, on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose qui nous étouffe, quoi. Oui. Donc, non, mais c'est intéressant. C'est dommage. Hein. Ouais. Comment, Vincent? C'est dommage que la France soit un pays comme ça. Ouais, voilà, merci Vincent pour votre témoignage. Vous pouvez continuer de nous appeler, bien sûr, 0826 300 300. Merci à vous. Oui, merci Vincent a raison, il y a une connexion à faire entre cette contestation de la réforme des retraites et la crise de la représentation finalement. Et la crise de la représentation, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est aussi l'élection à la présidence de la République. On a ce paradoxe, on le voit bien avec la réforme des retraites, 80, 70%, 80% des Français sont contre, et on leur impose une politique. Alors comment ce miracle est possible? C'est simple, ça tient en 3 points. C'est que vous avez un gros paquet de gens qui vont s'abstenir, c'est que les 20% ou les 30% qui sont pour les réformes des retraites, ils sont quasiment à 100% à voter. De l'autre côté, les 80 ou 70% qui sont contre la réforme, ils sont au moins 50% à ne pas voter. Et en plus, à l'intérieur des 50 qui restent, 50 des 80, pardon, c'est un peu compliqué, grosso modo, tous ceux qui sont contre sont archi divisés. C'est-à-dire qu'ils se détestent davantage l'un l'autre, qu'ils ne peuvent pas s'unir contre le gouvernement. C'est ça la crise de la représentation. Ça s'appelle de la politique, c'est leur problème. S'ils avaient le coup... Moi, je comprends pas cette histoire. C'est le problème des Français, malheureusement. Ça devient le problème des Français. À l'Assemblée, on mélange pas nos voix. Si, par exemple, je sais pas, l'extrême gauche et l'extrême droite sont, pour des raisons qui peuvent être différentes, contre un projet, qu'ils votent ensemble. Où est le scandale démocratique? Ils ne veulent pas le faire. Ils préfèrent des petits jeux d'appareil. Voilà ce qui arrive. Ensuite, moi, je voudrais prolonger ce que disait Vincent. C'est pire que ça, parce qu'en réalité, ils sont aussi peu représentés les uns et les autres parce qu'ils se détestent entre eux et qu'ils ne se votent
votent pas l'un pour l'autre. D'où l'élection du président de la République dans un prolonger. Voilà, je voudrais prolonger ce que disait Vincent, parce que moi, ce que j'ai entendu, et je partage son avis, c'est que personne dans cette affaire n'a été à la hauteur. Du côté du gouvernement et du président de la République, la réforme, elle est ni faite ni à faire. Dès que vous vous penchez sur un détail, vous voyez que ça a été mal conçu par des amateurs. C'est pour ça aussi qu'il y a des discussions là actuellement. Oui, mais enfin, on pouvait quand même régler des choses en amont quand même. Bon, c'est quand même voilà. Ensuite, à gauche, l'obstruction pour toute stratégie, c'est indigne. Les Républicains qui ont mené une guerre de guérilla contre une réforme qu'ils appelaient de leur vœu. Ils étaient même pour une réforme beaucoup plus dure en réalité. Donc tout le monde fait passer l'intérêt de son parti avant l'intérêt de la France. Ce que dit Vincent, moi, de l'amertume qu'il ressent, c'est qu'on a des élites qui ne sont pas à la hauteur de la situation et qui ne sont pas à la hauteur de la crise, tous azimuts que traverse la France. Voilà ce que moi je retiens de cette séquence. C'est très inquiétant pour l'avenir démocratique de la France. Mais c'est juste, mais j'ajoute simplement un point, c'est qu'LR est gêné aux entournures parce que quand ils retournent dans leur circonscription, ils savent bien que le peuple est contre. Donc comment mener au nom du peuple une politique que le peuple refuse? Toute la question est là. Ça s'appelle la cohérence. Quand il y a quelques mois vous étiez pour la retraite à 65, quand c'était pas plus tard, quand vous étiez pour... Mais qui vous les Républicains. Quand vous étiez pour la suppression de tous les régimes spéciaux, quand une loi arrive, il faut quand même mettre en relation ses convictions et son vote. Ils préfèrent les petits jeux d'appareil, ils préfèrent... Voilà. C'est très juste. La postérité sera très sévère avec cette période et je crains que les électeurs, ça ce sera pour un futur plus proche, soient très sévères avec tous ces gens qui n'ont pas été à la hauteur de la situation. Qui vont se détourner, des électeurs qui vont se détourner encore plus, quoi. Bien évidemment que l'abstention fera encore des bons, puisque on voit que les gens qui nous représentent à l'Assemblée, pour beaucoup, votent en dépit de leurs convictions. Mais le jour où LR sera totalement absorbé par la majorité présidentielle, on n'en est pas loin, et je suis d'accord avec Éric Nolot, eh bien la crise de la représentation ne sera pas réglée, ça représentera toujours 30% des gens qui feront plus de 50 ou 60%. Mais le PS, tout de même, au Sénat, là, s'est fait entendre, quoi, à travers Patrick Kanner. En revanche, il renaît un petit peu, peut-être, Éric Nolot, non ? Le PS, oui, souffle sur les braises. Mais enfin, écoutez, le PS au Sénat, c'est une chose, mais le PS à l'Assemblée, il a voulu se dissoudre volontairement dans la NUPES. On n'entend plus. Vous entendez beaucoup, vous demandez dans la rue de citer un parlementaire PS. Vous allez être très surpris. Merci à tous les deux. Dans un instant, on poursuit les débats avec Valérie Expert. Nous sommes vendredi. Vendredi, bon, alors il y en a certains qui espèrent qu'ils disent, voilà, on va souffler, c'est le week-end, on va pouvoir regarder le rugby, par exemple. D'autres qui vont aller en boîte, par exemple, aussi. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. Et notre réalisateur, John, a voulu ce matin nous mettre un petit sketch en fait autour de ça avec l'humoriste Maxime Casteuil. Éric Nolot ne l'avait pas entendu. Tiens, je vous propose il a un avis tranché sur les DJ hors des grandes villes. Nous, nos DJ de province, à la campagne en France, ils sont bidons les mecs. Ils trouvent des noms claqués. Il prend son prénom, il met DJ devant. Allez, merci, terminé, bonsoir. Et tu t'appelles comment? Thierry? Allez, DJ Thierry, au platine. Et DJ Thierry va te pourrir la soirée parce qu'il a un accessoire que les autres DJ n'ont pas, c'est le micro coudé là. Tu le vois celui-là? Là t'es mort. Il se fait ses kiffs à lui. Il te nique tous les morceaux. Généralement, minuit et demi, il commence comme ça. Alright. Salut, c'est DJ Thierry. Bienvenue au Phoenix Disco Club. Il y a du monde ce soir. Ce soir, je t'amène dans les étoiles. Voilà, et c'était la journée mondiale des DJ hier. C'est plus vrai que nature. Éric Nolot, vous avez été DJ dans votre jeunesse, non? Non, j'ai très peu mis les pieds en boîte même. Non, c'est vrai. Ma petite sœur me traînait de temps en temps parce qu'elle avait besoin d'être accompagnée. Et vraiment, sauf obligation familiale, je déteste ce genre d'endroit. En fait. Et vous, Guillaume? Mais là, c'est drôle. Je rentrais pas en boîte. Voilà. Guillaume et Éric sur la piste ce soir, les petits amis. On va bien s'amuser sur Sud Radio. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert. Ciao, bon week-end.